Donc, on va revenir au Sénégal avec Romain qui va nous présenter ses résultats de thèse veto et master. Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelque chose qui a globalement été un peu déjà présenté hier et aujourd'hui par Hugo et Renaud, mais c'est pas grave. Donc, c'est mon travail de master, un master 1L à l'issue de mes études veto. Et donc, c'est aussi un travail que j'ai utilisé pour ma thèse vétérinaire. Et donc, je l'ai fait ici au CBGP, encadré par Christophe, mais pas mal en collaboration avec Renaud Environnement, donc notamment avec Renaud et Hugo. Et donc, je me suis intéressée au lien entre la pollution par les éléments minéraux et le pathosystème rongeur-Helminth chez les rongeurs, donc dans un contexte d'urbanisation au Sénégal. Et je vérifie juste l'enregistrement. Désolée. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça s'ouvre, c'était 1955. Non, c'est pas plus. Désolée. Je vois plus la. Ah ouais, c'est. Tu peux me voir sur cette diapo, ça. Contrôler à Je sais plus du tout. C'est pas dans plus. Je peux mais il y a pas le faire du mien, là, je pense. Ah, tu peux le faire. C'est pas le petit, mais c'est le petit truc qu'on voit en haut. C'est pas d'affichage, c'est un enregistrement. Ça l'était, alors, ouais. Ça, ça veut dire enregistrement. Désolé. Oui. Voilà. Ah, bah, du coup, c'est bon. Ouais, super. Donc, juste un petit point de contexte. Moi, comme je vous disais, ce qui m'intéresse, je viens du One Health, donc l'interconnexion des santé en particulier, santé humaine, animale, environnementale. On sait que la transmission de l'agent pathogène entre les différents compartiments, ça arrive, c'est un enjeu dont la plupart d'entre vous pouvez être déjà bien au courant. La pollution, on commence à en avoir parlé un peu ces derniers jours, mais c'est aussi un enjeu qui concerne toutes les santé et qui peut aussi circuler entre les différents compartiments, notamment par la chaîne trophique. Et on sait que l'urbanisation peut d'une part augmenter le risque de transmission d'agents pathogènes entre les différents compartiments, dans certains cas. Ça peut augmenter la pollution, parce que cette pollution vient quand même globalement des activités humaines. Et par contre, le lien entre les deux, est-ce que le fait que le milieu est plus pollué pourrait entraîner, par exemple, une transmission d'agents pathogènes plus élevée? Pour l'instant, il y a peu d'études. Il y a des études, mais elles sont quand même pas très nombreuses, et c'est quand même de là dont vient la question qui nous a animés ici. Donc, on est parti d'une question, quel est le lien entre le pathosystème des rongeurs et la pollution chimique dans un contexte d'urbanisation? C'est quand même très vaste. Pour un stage de 6 mois, c'était un peu trop. Et surtout que là, on est sur une étude quand même globalement exploratoire, un travail préliminaire. Donc, il a fallu qu'on resserre un peu la question. Donc déjà, pour précision, l'urbanisation, on en a entendu parler plein de fois ces 2 derniers jours, je vais aller rapidement dessus, mais ça vient avec plein d'enjeux, que ce soit au niveau social, habitation précaire, etc., mais aussi sanitaire avec la proximité humain-faune sauvage. Ici, on s'intéresse donc au Sénégal, avec notamment la ville de Dakar, je ne sais pas comment ça marche là, ouais, qui est extrêmement dense par rapport au reste du territoire. Et donc ici, on va faire une comparaison spatiale dans un premier temps avec donc, la zone de Dakar, la ville de Dakar même, d'un côté, et une zone rurale plus au nord-ouest pour la zone rurale. Ensuite, pour ce qui est rongeur, on s'est décidé à s'intéresser déjà à Camus musculus domesticus, parce que, bon, ça aussi on a entendu parler plein de fois, elle est commensale, elle porte quand même quelques agents pathogènes zoonotiques et elle est envahissante. Pour ce qui est le pathosystème, alors s'intéresser à tout, c'était super intéressant, mais on a voulu faire simple pour l'instant. Donc, on s'est intéressé aux helminths gastro-intestinaux, d'une part parce qu'on maîtrise quand même bien leur identification par PCR. On a un petit recul maintenant sur les espèces qu'on retrouve au Sénégal et ils peuvent impacter de manière générale la dynamique des populations d'hôtes et les autres communautés d'agents pathogènes, notamment peut-être des agents zoonotiques. Donc, finalement, ça nous intéresse. Et pour la pollution chimique, on s'est intéressé aux éléments minéraux. Donc, juste les reprécise, donc c'est des éléments qui sont naturellement présents dans l'environnement, mais dont les concentrations ont été amplifiées par les activités humaines. Donc, on aurait pu dire éléments traces, métaux lourds et éléments métalliques, mais Renaud n'était pas content, donc on a dit éléments minéraux.
Et donc, voilà, ces éléments, ils sont naturellement présents, mais grâce à nous, on en met plein encore on en met plein à disposition, et surtout, ils peuvent circuler du sol dans les eaux et dans la chaîne trophique derrière. Voilà, il n'y a pas bien vu. Donc, c'était juste pour vous préciser voilà, qu'on a différentes catégories d'éléments. Ouais, parce que ça allait mieux dans ma tête, c'était plus vite. Donc, il y a des éléments qui sont effectivement des métaux, mais pas tous. Et on a des éléments essentiels dont Renaud nous a parlé tout à l'heure, donc nécessaires au fonctionnement de l'organisme, jusqu'à une certaine concentration. Et après, on a des éléments non essentiels, notamment le cadmium, le plomb, etc., qui sont, eux, des toxiques. Donc voilà, on se retrouve avec cette question entre donc, le lien entre les helminths des souris domestiques et les éléments minéraux dans un contexte d'urbanisation. Je te rappelle, c'est comme une étude exploratoire. Donc là, le but pour l'instant, c'est juste de savoir est-ce qu'on trouve un lien entre ces deux phénomènes et éventuellement de voir si on a des patrons d'infestation aux helminths et des patrons de contamination, que ce soit en comparaison rural-urbain ou en intra-urbain. Donc pour ce faire, donc déjà, j'ai rien fait, mais les rongeurs ont été capturés dans les habitations. Ils ont été identifiés, disséqués, etc. Moi, j'ai utilisé des échantillons qui étaient déjà existants, qui venaient de deux projets. Le projet ANRNUI de 2013 et un projet à Dakar de 2016, pour d'un côté les sites ruraux et de l'autre côté les sites urbains. Et donc, de ces projets, il a fallu choisir d'une part des sites. Alors, on avait environ 13 sites disponibles à Dakar. On en a choisi 10 en essayant de maximiser la répartition sur le géographique et le type de paysage. Et donc, parmi ceux-là, on a choisi 185 individus. Et pour les 4 sites ruraux, on a choisi les 4 sites qui étaient entièrement envahis par la souris domestique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souris natives présentes. Et ça nous met dans une situation qui est relativement comparable à celle de Dakar, où effectivement, il n'y a plus que la souris domestique dans les habitations, en tout cas. Et donc là, on a 60 individus. Ensuite, les helminths ont été identifiés, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais ça a été fait par PCR sur le gène COA1. Et on a dosé les éléments minéraux, donc à Besançon, la chrono, environnement. Donc ça, on l'a fait dans le foie avec différentes méthodes, une méthode par optique et une méthode par spectrométrie. Et on a fait un gros point sur la métrologie, donc c'est pour s'assurer que ce qu'on mesure, c'est effectivement ce qu'on trouve dans nos bêtes et qu'il n'y a pas des erreurs au niveau des mesures. Donc comme Hugo vous en a parlé, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais on avait un gros biais quand même, c'est que nos foies étaient conservés en alcool, mes foies urbains étaient conservés avec le rein, et mes foies ruraux étaient conservés avec le rein et le cœur. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes organes qui sont conservés, et surtout c'est conservé en alcool, et on a peu de recul là-dessus. Or, on ne sait pas ce qui se passe pour les éléments minéraux. Est-ce qu'ils descendent dans l'alcool? Est-ce que les autres organes peuvent contaminer mon foie? Je ne sais pas. Donc, pour essayer d'être le plus strict possible pour ce travail-là, j'ai conservé 8 éléments parce qu'on a dosé ce qu'on retrouvait dans l'alcool et je n'ai gardé que les éléments pour lesquels on en retrouvait peu d'éléments dans l'alcool par rapport à ce qu'on retrouve dans le foie. Ce qui fait qu'on en a que 8 sur les 27 qui étaient mesurés de base. On a perdu beaucoup de données, mais bon, pour mon travail, c'était déjà pas mal. Qu'est-ce que ça nous a donné? Alors, d'un point de vue helminth, ça c'est juste pour vous montrer un peu, vous expliquer le schéma d'après. Donc en fait, ça c'est tous nos sites. En bleu, les sites urbains, en rouge, les sites ruraux. Ça c'est une espèce d'helminth, donc Aspiculoris tetraptera. Et ça c'est la prévalence. Donc ça nous donne ça. On a identifié 6 espèces de nématodes et 3 espèces de cestodes, c'est des types d'helminth. On a 2 espèces qu'on a appelées dominantes parce que prévalence relativement élevée, au-delà de 5%, et qu'on retrouve à la fois en milieu rural et en milieu urbain. On a des espèces on a retrouvé uniquement en milieu urbain, donc 2 de nématodes et 2 de cestodes. Et enfin, on a 3 espèces, 2 de nématodes et 1 de cestode qu'on a retrouvées uniquement en milieu rural. Donc visiblement, on a des communautés d'helminths qui sont différentes entre le milieu rural et le milieu urbain, à l'exception de 2 espèces plus communes. Pour ce qui est des éléments minéraux, alors ce qu'on retrouve là, donc les flèches, c'est nos 8 éléments minéraux, et donc sur une ACP, on voit que donc, tous ces éléments évoluent tous vers la droite. Et quand on définit nos points, donc les points c'est chaque individu,
Les bleus, c'est toujours les urbains et les rouges, les ruraux. On se rend compte que les urbains ont tendance à être plus concentrés, à avoir des concentrations en éléments minéraux qui sont plus élevées. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve quand on les teste indépendamment. Donc, on a des individus urbains qui sont qui ont à la fois plus chargés en éléments minéraux, ce qui n'est pas hyper étonnant parce que, effectivement, le milieu urbain est plus pollué. Si on vient regarder rapidement à l'échelle des sites, intersites, on a différents patrons qui se dessinent selon les éléments. J'ai 3 exemples. On a des patrons où on ne retrouve pas de différence entre nos sites, pas de différence statistique en tout cas. Ça peut être dû au fait qu'on ait quand même des effectifs parfois assez faibles. On a des éléments où les différences intersites sont uniquement entre un site urbain d'un côté et un site rural de l'autre. Et on a des éléments où on a quand même des différences interurbaines, notamment, comme le calcium ici, qui est différent, ou à Wakam, on a une concentration qui est hyper élevée par rapport aux autres sites. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, pour l'instant pas expliqué, mais qui reste quand même intéressant. Et enfin, donc ça c'était quand même le but du travail de base, c'était de faire un lien entre ces communautés d'helmintes et les éléments minéraux. Donc on a fait un modèle sur le fait d'être infesté ou non, donc là toute espèce confondue, en mettant donc pas mal de variables dans ce modèle et un effet aléatoire lié au site. Et par rapport à ça, on a fait une sélection de modèles, donc on a calculé le score de la ICC de tous les modèles, on a pris tous les mieux notés. Parmi les mieux notés, on prend ceux qui sont le plus parcimonieux, donc c'est-à-dire avec le moins de variables, avec au moins une variable significative. Et ça, on l'a appliqué sur le jeu de données complet et sur le jeu de données de Dakar. Ce qui nous donne 38 modèles les mieux notés pour le jeu de données complet. Et parmi ceux-là, le modèle le plus parcimonieux, il a le poids, qui est positivement corrélé à la probabilité d'être infesté, on peut en parler si vous voulez, mais ça peut s'expliquer quand même relativement précisément. Et pour le modèle de données avec juste les données de Dakar, on a 33 modèles les mieux notés, et parmi eux, 2 modèles sont les plus parcimonieux avec au moins une variable significative, et ils ont le molybdène à chaque fois en variable significative avec un effet estimé positif sur la probabilité d'être infesté. Il semblerait qu'on ait trouvé un petit lien entre la concentration de molybdène et le fait d'être infesté par un helminth. Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? Alors, globalement, les patrons d'infestation, entre zone urbaine et zone rurale, on a des communautés d'helminths différentes et on a des concentrations en éléments minéraux qui sont plus élevées en milieu urbain. Voilà, c'est intéressant. Je ne sais pas trop bien ce qu'on peut en dire de plus, mais voilà, c'est intéressant. En intra-urbain, on a quand même une variabilité qui est assez intéressante, puisqu'on a des localités qui ont 4 espèces d'helminths et on en a où on n'a retrouvé aucun helminth, par exemple. Voilà, il y a une variabilité au niveau des espèces d'helminths. Et en termes de concentration, comme je vous le disais, il y a certaines localités qui ont un niveau plus élevé ou plus faible que les autres localités. Mais bon, tout ça, ça vient quand même avec des gros biais, des biais. Une différence temporelle assez importante entre la zone urbaine entre les échantillons urbains et les échantillons ruraux. On a ce fameux dosage en alcool qui est quand même le dosage, pardon, le stockage en alcool qui est assez compliqué. Alors on a pu le corriger en dosant l'alcool. Et par exemple, il y a peut-être des risques de co-infestation qu'on n'aurait pas vu parce que vu la méthodologie utilisée, mais on essaye là de mettre en place des méthodes pour éviter ce type de biais. Donc voilà, il y a des biais qu'on peut discuter. On en a discuté des heures, je pense, pendant ce stage. Voilà, on peut en discuter autant que vous voulez. On a quand même un lien statistique positif entre le molybdène et la probabilité d'infestation sur les données intra-urbaines uniquement. Par contre, on ne connaît pas le seuil de toxicité, donc c'est ce dont parlait Renaud notamment. C'est-à-dire que on ne sait pas si là on est dans une situation où nos souris elles ont une carence peut-être en molybdène, ou au contraire elles sont dans un seuil de toxicité. Ce qui est étonnant, c'est que le molybdène a priori il peut servir quand même, c'est un élément essentiel qui sert au fonctionnement de l'organisme, notamment dans l'immunomodulation. Mais en fait, sans connaître ce seuil qui est quand même très propre à la population, à l'espèce, etc., même population sauvage très différente des mus musculus qu'on peut avoir en élevage. C'est compliqué de s'en sortir avec ça. Donc éventuellement, une étude expérimentale qui serait spécifique à ce contexte, ça pourrait nous aider à en savoir plus. Ce qu'il faudrait vraiment, ça serait de compléter avec les autres éléments, parce que déjà, on en a perdu plein, on en a 19 qui ont sauté, ce qui est dommage, notamment des non essentiels, puisque par exemple, le plomb, j'ai pas pu le garder pour l'instant, alors que le plomb, voilà, c'est quand même intéressant.
Et moi, j'aimerais bien discuter aussi de ça. C'est quelque chose qui est assez intéressant, je pense. Espèce de, j'appelle ça le dilemme, c'est-à-dire ici, on a décidé d'utiliser des échantillons qui étaient déjà existants. Et je pense qu'il y a une balance éthique à faire parce que ces échantillons, ils existent, on a tout fait pour les avoir, on les stocke, donc ça utilise de l'énergie. Mais pourtant, ils sont quand même sous-optimaux puisqu'ils présentent quand même de nombreux biais. Donc l'autre option, ça serait de décider de collecter de nouveaux échantillons sur le terrain. A priori, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser ces échantillons pour cette étude exploratoire dans un premier temps. Et maintenant qu'on a quelques pistes, peut-être que l'objectif, ça sera d'aller chercher des échantillons qu'on conservera de manière adaptée, donc pas dans l'alcool, et avec un échantillonnage qui sera construit pour cette question de recherche, qui nous éviterait quand même de nombreux biais à gérer par la suite. En conclusion, ce travail il nous a permis donc d'avoir des premiers résultats statistiques, quand même, on ne va pas les oublier. On a quand même encore des données qu'on peut explorer plus en profondeur, notamment en intra-urbain, parce que là, je me suis concentrée sur une comparaison rural-urbain, mais on va aller plus loin en intra-urbain quand même. Ça nous a surtout permis de mettre en place un cadre qui soit collaboratif, parce que avec Chrono Environnement, CBGP, ça faisait longtemps que ça voulait se faire, et là, c'était l'occasion. Conceptuel, analytique, voilà, toute cette réflexion autour des biais, de comment faire pour que ça aille mieux. Maintenant, en fait, avec des nouvelles données, on pourrait quand même aller très vite sur des analyses, enfin des analyses stats surtout. On pourra poursuivre cette étude donc, en ajoutant d'autres zones urbaines, parce que Dakar, c'est bien, mais ça c'est pas représentatif de toutes les zones urbaines. D'autres agents pathogènes, notamment bactéries, virus, parce que ça pourrait être très intéressant, et d'autres polluants, comme les hydrocarbures, par exemple. Et moi, ça m'intéresse beaucoup aussi dans cette vision intégrative du One Health. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que de ne pas considérer forcément un problème One Health l'un après l'autre, que plusieurs problèmes comme la pollution d'un côté et les agents pathogènes de l'autre, peut-être qu'il y a des liens à faire entre ces choses et pas de forcément les regarder séparément. Voilà, merci beaucoup. Merci.